Je m'appelle Victor Kirillov, j'ai 24 ans. Je suis comédien et auteur. Je suis aussi réfugié ukrainien et j'habite en France depuis 3 ans et je fais mon spectacle maintenant. Je n'écris plus qu'en français. Le choix il était assez vaste, je dirais. Enfin, déjà il y avait l'école de Kiev, l'école de Kharkiv, qui sont pas mal en Ukraine. C'est les écoles supérieures nationales. Mais le problème, c'est que moi, je voulais jouer en russe, vu que à Odessa, enfin, c'est une langue très présente dans la vie quotidienne, parfois plus que même que l'ukrainien. Mais en tout cas, quand j'étais à Odessa, de 2000 enfin, depuis ma naissance jusqu'à 2019, c'était comme ça. Aujourd'hui, peut-être ça a changé. Enfin, moi, je voulais jouer en russe. Je voulais travailler avec les auteurs russes, parce que je me suis un peu baigné dans cette culture, dans cette poésie, dans cette littérature, et dans ce théâtre surtout, la tradition russe qui est hyper connue, hyper célèbre, et partout dans le monde on apprend la méthode de Stanislavski. Je voulais m'approcher le plus de cette culture et d'aller faire ma formation à Moscou. J'ai eu le concours de l'école qui s'appelle GITIS, l'école de Meyerhold, de Knebel, etc. Enfin, il y a beaucoup de grands noms connus, mais plutôt en Russie, qui sont passés par cette école-là. Le russe, c'est une langue omniprésente dans les pays post-soviétiques. C'est un héritage colonial et soviétique, comme les Français en Afrique. Et donc, parfois, il y a des régions, enfin, pas qu'en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays post-soviétiques, où on parle plus russe, enfin, que les langues nationales. Et ça, je sais pas, enfin, parfois on appelle ça un problème, parfois on dit que c'est une spécificité. Moi, je sais pas, c'est une question très politique et très polémique. Euh, la langue russe, vu que, vu que les identités de ces pays-là, comme la Biélorussie, comme la Géorgie, comme l'Ukraine ou comme je sais pas, l'Estonie, ils étaient quasiment effacés. Enfin, par exemple, mes parents, il y en avait mes parents, enfin ma mère notamment, elle ne savait presque pas parler ukrainien. Enfin, parce qu'elle est née, elle a grandi en Union soviétique jusqu'à ses 18 ans. Et l'ukrainien, elle était. Enfin, c'est un peu entre guillemets ce que je veux dire, mais l'ukrainien c'était un peu comme les Bretons en France aujourd'hui. L'ukrainien en Union soviétique. Notamment la ville d'où je viens, Odessa, elle est très connue dans la culture russophone surtout. C'est une ville très spéciale avec sa culture authentique, qui n'est pas forcément ukrainienne, qui n'est pas forcément russe. C'est une ville à part, quoi, à part de toutes les villes et tous les pays. Mais il est très connu, cette ville aussi, par être russophone. Mais ce qui ne le rend pas russe, en fait. Enfin, la guerre à grande échelle a commencé en 2022. J'étais à Moscou en train de faire ma formation du théâtre, justement, dans cette école qui s'appelle GITIS. Et oui, un jour, je me suis réveillé.
d'un appel de ma mère qui me dit que voilà, enfin, on s'est réveillé des bombardements et à cause des bombardements et voilà quoi, reste où tu es, ne bouge pas. J'ai 20 ans et je sais pas trop que en fait, tout s'écroule. T'as l'impression que toute ta vie s'écroule et que d'un coup toute ta vie a perdu son sens. Que en fait, tous tes rêves de l'art que tu faisais faire, que tu voulais créer, du théâtre dont tu rêvais enfin, faire partie, la culture dont tu rêvais faire partie, d'un coup ça devient quasiment ridicule vis-à-vis à l'actualité. Que d'un coup, enfin, la réalité elle a vraiment changé d'un coup. Et que presque toute ta vie c'est une très grande erreur quoi, et c'est une honte. Et faut pas croire que c'était. Juste pour dire, faut pas croire que c'était très facile de rentrer dans une école de théâtre. Faut pas croire que c'était une vie. Enfin, ça se fait comme ça d'un coup et que. Et que c'était une vie des rêves. Enfin, bien sûr que c'était une vie des rêves, j'ai réussi de rentrer, j'ai rêvé d'être là. Et c'était un grand projet quoi. Et un appel, enfin, ça s'est écroulé et il fallait chercher un nouveau sens dans sa vie, il fallait. Il y avait En fait, même ma vision de la ville où j'habitais à Moscou, les gens qui m'entouraient, ça a changé d'un coup. Vu que il y a une grande guerre maintenant. Enfin, c'était pas juste des, enfin, une guerre hybride depuis 2014. J'ai quitté la Russie au septième jour parce que enfin, c'est devenu impossible d'y vivre. Vu que tous les gens qui m'entouraient c'était que des Russes, des Moscovites ou juste des Russes, les gens qui les gens qui sont pas vraiment concernés par les propos, par la cause, enfin qui ne sont pas vraiment concernés par tout ce qui se passe en fait. C'est ici en Europe, on a l'impression qu'il y a une vraie guerre entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, mais si tu viens en Russie, ils vont pas te vraiment parler de ça, quoi. Ils vont te parler, je sais pas, de pouvoir d'achat, de tous les trucs, c'est presque comme les vies, les trucs quotidiens. C'est qu'en Ukraine que tu viens et tu sens que enfin, il y a vraiment une guerre, quoi, enfin, dans ces pays, même loin du front. C'est la guerre, quoi. Et, enfin, ce rapport-là, ça m'a rendu fou. Moi, j'attendais que. Enfin, il y avait tu sais, il y avait cette légende, cette pensée que les Russes, les Ukrainiens sont des frères, qui est en fait complètement une pensée soviétique et presque enfin, et coloniale de dire ça, parce qu'on n'est pas des frères. Les, on n'est pas des frères, c'est une phrase derrière laquelle on cache la colonisation, l'effacement de l'identité ukrainienne. Parce que derrière cette phrase, on a l'impression, enfin on peut dire, mais c'est quoi la différence entre les deux? Ici, il y a une grande différence. C'est juste grâce à cause de cette phrase, on a effacé cette différence. Je voulais rentrer, et que je voulais expliquer à ma famille que je vais rentrer, mais là on n'était pas du tout d'accord, parce que tu peux pas expliquer à ta mère que tu veux rentrer dans un pays en guerre. Il n'y a pas d'explication, enfin jamais accepter ça. Enfin, il va tout faire pour que tu rentres pas, c'est normal. Soit tu vas contre sa volonté et tu rentres quand même, soit tu rentres pas. Et moi je sais pas rentrer. Je sais pas rentrer. La décision d'aller en France, c'était
C'était, c'était presque un peu le nerf, quoi. C'était pas une décision rationnelle non plus. C'était, bon, peut-être je rentre pas tout de suite, mais je vais quand même rentrer. Je sais que je vais rentrer peut-être bientôt. J'ai juste beaucoup de la chance. Beaucoup de la chance, non de malchance. Et je suis venu à France. J'avais, je sais pas, 30-40 euros. J'ai acheté deux tickets de bus. Je sais pas, ça a coûté de Tallinn jusqu'à Paris. Et j'ai traversé toute l'Europe. Et j'ai pris, enfin, je sais pas, ça m'a coûté 120 euros, un truc comme ça. Donc quand je suis arrivé ici, je sais pas, je pensais que peut-être il y aura des centres d'accueil pour les réfugiés. Je vais voir, je vais peut-être passer peut-être 1-2 semaines et après peut-être je vais rentrer. On m'a tout de suite envoyé au Pays de la Loire, de Paris au Pays de la Loire, dans un bled où j'ai vécu dans une maison familiale des sœurs catholiques, enfin, dans un couvent catholique, enfin, parmi des sœurs, dans un bled où il y a, je sais pas, 20 maisons, quoi, au milieu des champs. Et j'ai passé là-bas 2 semaines. Et c'est là, à peu près, que ma famille a décidé de quitter aussi Odessa. Ils ont pris un train qui évacuait les gens d'Odessa jusqu'à Pologne. Et en Pologne, ils ont choisi la France. J'ai commencé à apprendre les français euh, dans ces couvents. J'avais rien à faire de toute façon. Et en fait, je comptais pas vraiment de continuer le théâtre. Enfin, mais quand même, enfin, parce que quand on commence à faire le théâtre, je sais pas si on peut arrêter. Si on peut, mais ça devient très compliqué, quoi. Depuis que j'ai quitté la Russie, je l'ai plus en Russie. Et le peu bouquin que j'ai ramené avec moi de la Russie, je les ai tous jetés. Euh, je l'ai plus en Russie. La volonté d'apprendre les Français, c'était venu un peu de ça, un peu de mon non-désir enfin, de parler russe ou de l'ukrainien. La volonté d'apprendre les Français, euh, elle est venue plutôt de ça. Enfin, bien sûr, il y avait la volonté par rapport juste parce que c'est la question de survie aussi. Enfin, juste parler français, si tu es obligé de parler français quand tu habites en France, bien sûr. Mais de la maîtriser comme la langue maternelle, c'est venu plutôt de ça. De- même de la volonté d'oublier sa langue maternelle. Hein, c'était plutôt ça. J'ai vécu au Mans pendant le premier temps en France. Je suis allé voir une pièce, mais le fait de voir le théâtre, ça m'a tellement ému. Je me suis tout de suite redit que je veux faire ça quand même. J'ai écrit un mail au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, CNSAD comme on appelle ici, pour demander est-ce que je peux, c'était déjà au mois de mai, et demander est-ce que je peux repasser le concours. On m'a répondu 3 semaines après, on m'a demandé d'envoyer les justificatifs, parce que j'ai expliqué ma situation, que j'étais à Moscou, que j'étais dans une école de théâtre comme le CNSAD en fait. Ils m'ont demandé juste un justificatif, enfin, que j'étais étudiant là-bas. Je l'ai envoyé et ensuite ils m'ont répondu que bah, on vous prend en fait, enfin, venez.
jours après, j'ai déménagé à Paris et j'ai vécu dans une résidence. Et après, j'ai passé un an et demi au CNSAD. Je me suis tout de suite dit enfin, si je redécouvre, si je rencontre plutôt des auteurs ici, ça va être en français, forcément. Je ne vais pas les lire en traduction. Et donc j'ai pris un peu le temps quand même de pouvoir lire en français. Et j'avoue que j'ai laissé assez vite. Enfin, je l'ai fait assez vite parce que j'étais confronté à ça. Enfin, pour les cours du conservatoire, j'étais obligé de lire en français, de jouer en français en fait. Et de faire des spectacles en français. Moi, ça faisait même pas 3 mois que j'apprenais cette langue et j'ai déjà joué. Enfin, et c'était assez fou. Au bout de 6 mois de mon séjour en France, j'étais déjà au conservatoire, j'avais une bourse étudiante et on m'a coupé les allocations des réfugiés ukrainiens. C'était pas grand chose, rassurez-vous, c'était vraiment pas grand chose. Là, je me suis dit que les meilleurs boulots à part, ça va être l'agent d'accueil au théâtre. Dans un théâtre parisien, quoi. Que le matin, l'après-midi, je vais faire des cours au conservatoire. Et le soir, je vais travailler au théâtre. Je vais pouvoir assister aux pièces, machin. J'ai parcouru tout Paris avec mon CV où j'ai menti que j'avais travaillé à Moscou en tant qu'ouvreur pendant 3 ans. J'ai même pas fait un jour. En fait. Le seul théâtre qui m'a répondu, c'était la Comédie Française. Et le seul théâtre, grand théâtre, enfin, je suis allé à la Comédie Française un peu, bon, qui sait. Je donnais à la billetterie mon CV et quelques semaines après, on m'a rappelé. Et j'ai passé 6 mois, je crois que oui, 6, 7 mois à travailler à la Comédie Française en tant qu'ouvreur. J'étais fatigué et apprendre les métiers de comédien que je connaissais déjà. Enfin, moi, je me sentais déjà prêt à travailler, à jouer. À cette époque-là, je suis tombé sur l'annonce de l'académie qui existait déjà et la seule condition pour rentrer à l'académie, il fallait être diplômé. Mais le problème, c'est que moi, j'ai passé 4 ans dans les écoles supérieures et je ne serais pas diplômé. Et donc, j'ai profité un peu de mon statut, juste la carte d'entrée à la Comédie Française en tant qu'ouvreur. Et je suis allé au bureau de l'administration pour leur demander, pour leur expliquer mon histoire, et demander passer l'audition de l'académie. Un peu comme les concours, qu'il fallait présenter une scène de classique et chanter une chanson. Et moi, j'ai joué une scène d'Hernani de Victor Hugo. Parce que moi, je suis amoureux de cette pièce, j'adore Hernani. Je crois que c'est le seul rêve en tant que comédien que j'ai, c'est de jouer Hernani. Voilà. Et j'ai chanté la chanson de Jacques Brel, Amsterdam. On m'a appelé pour me dire oui, enfin, on aimerait bien vous prendre. Enfin, Eric, l'ancien directeur, il est il aimerait beaucoup de vous prendre à l'académie. Le problème, c'est vraiment le papier. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les documents, enfin, tout ce qui concerne votre formation, les bacs, les papiers de Moscou, les papiers du CNSAD. Vous pouvez me tout envoyer tout ça. Et quand je les ai tous envoyés, enfin, on m'a rappelé pour me dire ouais, enfin, vous êtes accepté, c'est bon. Et j'ai commencé à sauter de joie, mais j'ai gueulé, enfin, je crois que tout Paris m'a entendu. Enfin. Donc mon spectacle il s'appelle Maintenant je n'écris plus qu'en français. Effectivement, je l'ai créé au sein de l'Académie de la Comédie Française, la première écriture, enfin la première version du texte, la première sortie de résidence, je l'ai fait ici. Et je l'ai présenté au bout de 10 jours de travail aux gens de la maison et aussi les premières 30 minutes du spectacle. Et aussi un directeur du théâtre de Belleville
qui m'a ensuite invité de monter mon spectacle au Théâtre de Belleville, où j'ai vu jouer la première le 4 avril 2025. Et donc le titre, c'est Maintenant je n'écris plus qu'en français, mais le premier titre de brouillon, du brouillon, on va dire, c'était moi, la guerre, l'exil, ou comment je suis arrivé en France. Mais on m'a dit que c'était un peu trop long et finalement on n'a choisi pas la meilleure option non plus. Maintenant je n'écris plus qu'en français, c'est un peu plus court mais pas tant quoi. Personne ne peut raconter mon histoire aussi bien que moi, enfin, j'ai l'impression, enfin, c'est normal. Parce que c'est toi qui l'as vécu, c'est toi qui sens comment il faut la raconter. J'ai compris que en fait, personne peut te dire ce qu'il faut. On peut te dire sur la forme, tu vois, comment justement la tournure des phrases, ou comment, avec quelle intonation on peut dire cette phrase pendant les répétitions, tu vois, sur quoi il faut appuyer. Voilà. Mais on peut pas te dire, non, en fait, on comprend pas trop ce que tu veux dire là, change la phrase. On peut pas te dire comment il faut raconter ton histoire. Je voulais surtout envie de raconter en fait que je suis pas censé être là. Je suis pas censé être là, c'est un truc de fou ce qui m'est arrivé. Euh, Même, enfin, en dehors de toute la politique, de tout ce qui se passe, juste si on voit juste une vie privée, une vie peut-être petite vie, mais une vie très précise et très réelle quoi. Enfin, c'est une vie réelle. Enfin, c'était, je voulais surtout m'éloigner. En fait, je voulais surtout partager ce qui est derrière ces, ces grandes nouvelles, ces grands trucs. C'est quelque chose de humain quoi. C'est surtout ça ce que je voulais casser. L'image d'un Ukrainien, donc l'image d'un étranger. Oui, je suis étranger, mais c'est quoi être étranger? Les Français est devenu comme une langue du refuge aussi. Parce que justement, quand on, quand on vient voir un spectacle qui parle des sujets d'un réfugié venu d'autres pays, on a toujours, justement, on a tout de suite les projections sur lui. Est-ce qu'elle va parler sa langue maternelle? Est-ce qu'elle va chanter une chanson traditionnelle venue de son pays? Etc. Et moi, je voulais surtout pas, c'était les seules conditions que j'avais, conditions artistiques. Je ne veux plus parler, je veux pas d'autres notions, pas un seul mot dans d'autres langues, dans ce spectacle à part le français. Et que je veux pas faire. Je sais qu'en France, on adore ça quand les comédiens étrangers jouent un peu une phrase dans leur langue maternelle. D'où vient le nom? Enfin, d'où vient justement l'explication pourquoi je renonce à parler ma langue maternelle et presque pourquoi je renonce mes origines vis-à-vis, enfin, tout ce qui s'est passé. Et que, et que être ukrainien en France, c'est plutôt. Enfin, moi, peut-être, je me vois pas tellement comme un Ukrainien. C'est pour vous, pour simplifier au français, je dis que je suis ukrainien, mais moi, je me sens pas vraiment ukrainien vis-à-vis à tout ce que j'ai fait, mon parcours, et que, bien sûr que, enfin, j'aimerais bien être ukrainien, mais je sais pas si j'ai le droit de me dire que je suis ukrainien. Tu vois, c'est plus profond en fait. Et que, en fait, c'est quoi être ukrainien?